Bienvenue à votre rubrique Ça se discute. Vous l'avez tous suivi aujourd'hui. Le chef de l'État s'est adressé à la représentation nationale. Plusieurs sujets à ressortir de son discours. On parlera de la cherté de la vie. Le chef de l'État qui en a donné les raisons et aussi les assurances pour une vie meilleure dans les prochaines années. Nous allons essayer de voir ceci avec nos invités. Julio Tometti, bonsoir. Bonsoir Stan, bonsoir Plateau. Merci d'être là. Vous êtes juriste, je le rappelle. Victor Boko, bonsoir. Bonsoir Stan, bonsoir au plateau et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes analyste politique habitué de ce plateau. Et puis Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous Stanis, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes journaliste, analyste politique. Et puis François Xavier Noumon, consultant permanent. Habitué de ce plateau. Oui, habitué de ce plateau. Je l'ai dit, non? Non. Ah, d'accord. Alphonse Moïse Soudé. D'accord. Journaliste, analyste politique, habitué de ce plateau. François Xavier Noumon, consultant permanent. Faut-il le rappeler, habitué de ce plateau. Merci beaucoup. On parle de la cherté de la vie. Julio Tometti, est-ce que vous avez suivi le chef de l'État aujourd'hui? Oui, je l'ai suivi et comme ça a été annoncé, pour des personnes comme nous, on ne peut que suivre. Parce qu'on cherche, on se demandait même depuis hier qu'est-ce que le chef de l'État va pouvoir bien dire. Voilà, tout se vit ensemble. Par rapport à la cherté de la vie, il a donné quelques raisons, notamment on sait que le coronavirus a été quand même et reste une pandémie qui secoue tout le monde et qui met à rude épreuve les différentes économies, les différents secteurs de la vie, ainsi que d'autres raisons. À l'analyse, qu'est-ce qu'on retient? On retient que le chef de l'État a voulu simplement nous faire savoir que ce qui se passe n'est pas forcément une question de gouvernance en fait. Et que même la gouvernance actuelle telle qu'elle se présente ou bien telle qu'elle se mène permet même de juguler en fait une crise qui est quelque peu mondiale. Une crise qui a été, comment dire, accentuée par l'effet du coronavirus. Et donc, il a souhaité que nous soyons davantage plus vigilants, et de sorte que venir au bout de la crise économique, c'est quand même arriver à juguler quelque peu l'effet de propagation du coronavirus. Parce que tant que le coronavirus serait, le taux de propagation serait à un seuil élevé, c'est pas sûr qu'il y ait de meilleures perspectives. Donc, il appelle à la responsabilité individuelle et collective de tout le monde pour que notre pays, comme il le fait, parce qu'il faut le dire aussi, que notre pays s'illustre comme l'un des meilleurs, avoir trouvé les meilleurs mécanismes, même dans le taux de vaccination qu'il a évoqué par exemple. Notre pays quand même est un bon élève au niveau de la sous-région, de la sous-région africaine. Donc, il nous invite à faire preuve plus de responsabilité et à ne pas tenir compte de ces rumeurs qui ont semé la peur. Complotistes, voilà, selon son expression, pour ne pas se faire aller. Donc, il invite tous les Béninois, comme je l'ai dit, à avoir une attitude responsable, notamment aller se faire vacciner et continuer à respecter les gestes barrières. Victor Boko, vous l'avez suivi sur les raisons qu'il a énumérées. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il est à l'écoute non seulement de son peuple, mais quand même qu'il a une vue plus précise des réalités du pays? Qui connaît le chef de l'État, le président de la République, Patrice Talon, sait que c'est quelqu'un qui s'imprègne de tous les dossiers, qui est au parfum et qui fait l'effort de maîtriser tout ce qu'il y a dans son environnement. Il a une lisibilité parfaite de la situation. Ça, il faut le préciser. Vous l'avez suivi? Je l'ai suivi ce matin. J'avoue que d'abord, pour le timing, une vingtaine de minutes, il nous a bien précisé. Une dizaine. Non, il a annoncé une dizaine, mais il est allé au-delà. Exactement. Ça, il faut le préciser. Ouais. Le chef de l'État a annoncé qu'il fera une dizaine de minutes à l'entame de son discours. Ouais. Mais chrono en main, j'ai pu remarquer qu'il est allé un peu au-delà de... Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas l'objet du débat. Non, en fait, c'est pas l'objet du débat. Voilà. Oui, vous avez enregistré avec l'intervention de notre confrère avant que le chef de l'État ne parle. Attention. Non. Écoutez, la cérémonie fait 18 minutes. 18 minutes, donc il ne peut pas aller au-delà de... Bon.
Bref, pour revenir au fait, le chef de l'État a parlé de deux défis. C'est vrai, le défi sécuritaire et le défi sanitaire. Parlant justement des difficultés économiques, il a évoqué la raison sanitaire, notamment Covid-19, comme étant une principale raison qui a désorganisé justement les habitudes. Et ça, il fait une belle lecture. Cette crise qui est mondiale, on ne peut faire cas justement de cette crise-là sans aborder cette préoccupation cruciale de l'heure, la problématique sanitaire avec Covid-19. Il a présenté la situation telle qu'elle se présente, mais il faut montrer en fait que au-delà justement du Covid-19, il faut saluer les différents mécanismes qui ont été pris par le Bénin. Un État vraiment résilient parce qu'on a réussi malgré tout à faire accroître un tant soit peu notre économie. On a réussi à s'adapter, même s'il le précise bien que cela se ressent dans les paniers des populations. Il est évident que les populations ont payé le lot prix. Attendaient que certaines mesures plus sociales d'envergure puissent accompagner. Mais ceci dit, les options arrivées, vous le savez. Oui, il y a eu. Non, en fait, en parlant de mesures, il faut reconnaître que le Béninois lambda n'a pas pu apprécier dans son assiette l'impact des actions sociales quant au Covid. Mais quand vous prenez certaines entreprises, vous prenez certains secteurs, ils ont été fortement impactés parce qu'il y a eu des mesures, justement, professionnels qui ont été appuyés directement. Il y a eu des mesures qui ont été prises avec l'aide des partenaires qui ont un tant soit peu aidé. D'accord. François-David Noumon, vous avez suivi le chef de l'État sur la même question de la cherté de la vie. Les raisons qu'il a énumérées sont claires, on s'en rend compte. Il maîtrise les dossiers. Oui, mais il faut l'expliciter quelque peu, non pas que je veuille marcher sur la langue du président de la République. Déjà, je dois faire un aveu. Quand on me parle de mesures d'accompagnement, ça m'angoisse quelque peu, parce que il ne faut jamais oublier que c'est une, comme il y en a beaucoup, une invention sémantique qui date des années 90. Après, concomitamment au programme d'ajustement structurel, il y a les mesures d'accompagnement. C'est pour mieux faire digérer la pilule. Mais ce qui a été depuis l'année passée ici, ce sont ce que j'appelle des perfusions que l'État a opérées de façon ciblée pour soutenir certains corps de métier qui ont subi de plein fouet qui ont subi de plein fouet la pandémie. C'est une clarification idéologique, je veux simplement le dire. Maintenant, ce dont le chef de l'État a parlé ce matin est clair, c'est pourquoi il a insisté. Il faut corréler ça avec quand il a commencé cette séquence, soit il le disait très concrètement, soit on s'en sort tous ensemble, comme étant parti, ça c'est au niveau mondial, étant aux prises avec en tout cas avec la même acuité à la pandémie, soit les pays les plus faibles comme les nôtres vont en partie. Parce qu'il se passe très précisément. Vous aurez constaté que sur le marché, que des produits comme l'huile, en tout cas tous les produits importés ont augmenté drastiquement de prix. Oui, des produits manufacturés. Et là, précisé, il n'y a pas eu d'augmentation des droits de douane, il n'y a rien eu au niveau des taxes. Et très concrètement, je voulais expliquer sur le plateau, qu'est-ce qui se passe? Pendant la période Covid, au niveau mondial, effectivement, les frontières étaient fermées. Il y a eu peu d'importations. Donc, le pays qu'on considère comme l'usine du monde, la Chine, a très peu. C'est aussi barricadé parce qu'eux aussi sont des problématiques. Et même là, maintenant, des villes, Yuan et tout ça sont encore barricadées parce qu'on redoute une pandémie. Donc, l'effet mécanique fait que quand on sort des périodes de déconfinement, les gens, évidemment, ont envie de consommer. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, en confinement, ils n'avaient pas le droit d'aller au restaurant. De façon mécanique, dès que ces barrières sont levées, on a envie quand même de retrouver sa vie de tous les jours. C'est exactement ce qui se passe pour les produits de consommation. C'est-à-dire que les pays riches se sont restreints. Évidemment, à cause de la situation, des vendeurs comme la célèbre américaine qui peut livrer à votre porte, je ne vais pas rappeler le nom pour faire la publicité, eux se sont fait des chiffres d'affaires colossaux. Mais pour les produits basiques,
les chaînes de valeur, les chaînes de transport étaient au ralenti. Maintenant, dès la fin du confinement, dès que les restrictions sont levées, il y a eu un effet de surconsommation. Surtout les pays riches veulent rattraper, les populations veulent rattraper, en tout cas veulent revenir à leur standard habituel. Donc du coup, de façon mécanique, il y a une pression qui s'est exercée sur, on va dire encore une fois, la Chine, où de façon prioritaire, la plupart des usines, la plupart des exportateurs ont pratiquement pour obligation de nourrir en griffes le marché européen, les pays riches en priorité aux dépens des pays les plus pauvres. Il y a eu, ça veut dire que quoi concrètement, les bateaux passent plus de temps dans les ports chinois, parce qu'il y a des ports chinois qui sont congestionnées. Les routes prioritaires pour acheminer les marchandises sont plutôt européennes et on va dire américaines, Australie, Nouvelle-Zélande, en tout cas de nouvelles routes. Donc du coup, les pays comme les nôtres, qui habituellement, contrairement à ce qu'on pense habituellement, nos pays ne sont pas, les lignes maritimes ne sont pas en comparaison aux pays les plus riches, ne sont pas les plus rentables. Donc les grandes compagnies de fret se sont concentrées sur les lignes les plus rentables parce que n'oublions pas que ces compagnies-là aussi ont subi les effets de la Covid-19 parce que pendant des mois, elles n'ont pas pu faire leur chiffre d'affaires. Donc elles se sont concentrées uniquement sur les routes maritimes qui leur rapportent le plus d'argent. Donc du coup, comme les capacités d'importation, enfin je vais être trivial, comme les conteneurs ne sont pas extensibles, on peut toujours en fabriquer. Les grandes compagnies qu'on connaît, ont mis leurs conteneurs au service de l'Europe et de l'Amérique. Donc du coup, il y a une restriction. L'effet mécanique, c'est que il y a moins de place pour importer pour les pays comme les pays d'Afrique subsaharienne. Les grandes compagnies ont coupé certaines lignes d'approvisionnement. Donc tout ça s'est répercuté sur le transport. Vous ajoutez à ça dans certains pays où la production est au ralenti, notre huile, principalement, on l'importe d'où? On importe d'Asie du Sud-Ouest, de l'Indonésie, de la Malaisie, ainsi de l'Inde, ainsi de suite. Vous savez tout ce qui a frappé, comme quand vous considérez le coronavirus, on a tous vu ça à la télé, les chaînes d'approvisionnement sont toutes là. Donc tout ça fait que sur les produits manufacturés, il y a un surcoût. Je le disais sur ce plateau il y a quelques semaines, on est passé pratiquement de 600 000 francs CFA pour l'importation d'un conteneur de 20 pieds de la Chine à donc 600 000 dollars à 5 000 dollars, 7 000 dollars. Donc du coup, mécaniquement sur les produits de première nécessité d'importation, il y a un surcoût. Donc c'est ce que le chef de l'État tente d'expliquer. Maintenant, l'autre non dit sur lequel je suis resté sur ma faim pour le dire, c'est que en temps normal sur le gari, l'igname, il ne devrait pas y avoir de surcoût. Étant donné que le chef de l'État même l'a répété, notre production, le volume de production n'a pas parti de l'effet Covid-19. On est resté presque dans les mêmes standards. Alors, qu'est-ce qui explique que les produits que nous fabriquons chez nous connaissent cette inflation-là? La photo commerçant peut-être oui, pas loin, puisque les commerçants, il y a des commerçants qui font de la spéculation. Il y a peut-être l'effet d'évasion de quelques produits vers les pays alentours. Il n'y a pas beaucoup d'explications face à ce type de phénomène, étant donné qu'on sait que c'est pas comme si on avait moins produit que les années précédentes. On est arrivé au même niveau de production, mais donc la rareté et la spéculation qui s'ensuit ne peut qu'être expliquée par ce que vous évoquez. D'accord. Alphonse Moïse Soudé, vous avez suivi le chef de l'État sur le même sujet, le même aspect concernant la cherté de la vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois que les raisons évoquées ne sont pas propres au Bénin. C'est à tous les pays du monde. Les raisons évoquées ne sont pas des... Donc, ce n'est pas question de dire qu'ils maîtrisent la réalité. C'est propre à tout le monde. Parce que quand vous suivez les pays européens, parce que quand on parle de produits manufacturés, quand on parle d'importation, c'est que ce sont des hommes qui travaillent. Voilà que la dite maladie s'attaque aux hommes. Donc, on ne peut pas... Il y a eu restriction du travail, ce qui fait que la production, l'exploitation a pris un coup. Mais en ce qui concerne le Bénin, je crois qu'on l'avait déjà dit sur ce plateau, nous avons trop de commerçants véreux.
qui estime que, bon, étant donné que sur le marché international, il y a quelques difficultés et que les produits reviennent un peu plus chers, lui, il a besoin de rentabiliser son gari qui, en réalité, est fabriqué sur place, consommé sur place, mais je ne comprends pas pourquoi. Donc, tout le monde spécule, tout le monde veut gagner sur le dos de la COVID. On dit, bon, parce que tout ce qui vient de l'extérieur, ça coûte cher. Nous nous sommes appelés à aller acheter ces produits-là. Pourquoi ne pas augmenter aussi le prix de nos produits alors que ce n'est pas là la réalité? Mais je dis, tout le monde a intérêt à ce que cette maladie-là s'en aille très vite, parce que nous n'avons pas le même pouvoir d'achat. Nous n'avons pas le même pouvoir d'achat. Et nous ne pouvons pas avoir les mêmes plaintes ni les mêmes complaintes. Là où les gens se plaignent parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter peut-être une mesure de gari, d'autres se plaignent parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des champagnes de haut prix, parce que ça ne vient plus, ça coûte cher. Donc les réalités ne sont pas les mêmes. Et je dis, la seule prière que nous pouvons faire, c'est que cette maladie-là puisse reculer, que les activités reviennent. Parce que quand cette pandémie-là arrive, c'est les pauvres qui en subissent d'abord les affres, parce que eux, ils ont un pouvoir d'achat très faible, limité, et ils sont obligés de se retrouver à terre. Et donc ça impacte tout le monde. Mais je dis, il faut que ce qui est produit localement, que l'État puisse prendre les dispositions pour que les gens cessent de spéculer. Les gens spéculent. On ne peut pas fabriquer le gari chez nous et que le gari sera cher. On ne peut pas fabriquer un certain nombre de produits chez nous et que nous ne pouvons... Bon, c'est vrai qu'en temps normal, qu'ils vous souviennent qu'on avait interdit la sortie de ces produits-là, parce qu'il n'y a que des commerçants vont vers les producteurs, achètent ces produits-là et les envoient à l'extérieur, où je vous ai dit, dans un pays que je connais, le gari que nous on consomme ici est à 1200 le kilo. Vendu par des Béninois là-bas à 1200 le kilo, c'est pas encore gari de la bonne qualité. Donc ça veut dire que des gens ont intérêt à ce que ces produits-là sortent et privent leurs compatriotes. Normalement, on devait d'abord permettre aux nationaux d'acheter le produit. C'est quand il en reste comme envoyé à l'extérieur. Mais les gens estiment qu'à l'extérieur, on gagne plus qu'à l'intérieur. D'accord. Sur cette question, Julio Tobenti, le chef de l'État, prévoit quand même, il dit qu'il y a de l'espoir et on peut avoir foi en ce qu'il dit. Le gouvernement pour autant n'a pas dormi sur ses lauriers, on travaille d'arrache-pied pour qu'une solution quand même plus durable soit trouvée à cette situation qui, du reste, on le rappelle une fois encore, n'est pas le seul apanage du Bénin. Non, pour aborder la question, je voudrais d'abord revenir rapidement sur les produits locaux pour dire en fait au-delà de ce que les commerçants soient véreux, il peut y avoir en fait des éléments qui justifient que ces produits prennent aussi du coût, parce que le premier élément, il y a un certain nombre d'intrants où les soins apportés à ce qu'on a planté et tout. La plupart viennent de l'extérieur. Moi, j'ai suivi un peu. Voilà, les engrais, la plupart viennent de l'extérieur. Moi, il y a une société de la place, par exemple, Bénin Semences, j'appelle comme ça le nom, j'ai quelqu'un travaille là, les coûts ont augmenté par le fait de à partir du moment où les intrants ont augmenté de prix, soyez sûr que, le cultivateur aussi va enchérir. L'autre chose, c'est quoi? Il y a plusieurs acteurs qui entrent en ligne de compte pour la commercialisation de ces produits. Vous avez dit tantôt qu'il y a les transports en prix du coût, et donc ça participe aussi du renchériment du coût. Encore que tout le monde, tous ceux qui sont sur ces chaînes-là, la vie devient plus chère. Et donc s'ils ne mettent pas une certaine marge, eux-mêmes n'auront plus la capacité de consommation qu'ils avaient entre-temps. Et donc c'est une question de chaîne en fait qui se pose. Je ne suis pas sûr, comme c'est vrai le chef de l'État l'a dit, mais je ne suis pas sûr que les récoltes que nous avons obtenues peut-être ces 2 dernières années soient peut-être les mêmes ou supérieures à ce que nous avons l'habitude, parce que il y a les restrictions sanitaires ont fait que toutes les activités ont été quelque peu au ralenti. Donc ça peut aisément se justifier. Peut-être ce que le gouvernement aurait pu faire. Bon, peut-être je pense qu'ils vont en venir. Il y a des citoyens qui avaient proposé, même entre-temps, pour réguler ces prix-là, se comporter comme les commerçants l'habitude de faire, avec ce que le gouvernement avait l'habitude de faire avec les boutiques témoins de Onasa. Ça permet en fait de réguler, d'amener même les commerçants eux-mêmes à s'allier à un standard. Parce que lorsque le citoyen
l'État met ces produits à disposition, notamment les produits de première nécessité, maïs, haricots, à un coût abordable. C'est-à-dire que les commerçants aussi sont obligés, d'accord, même si ce n'est pas le même coût, de raviser un peu pour qu'il y ait en fait un certain d'équilibre. C'est l'une des politiques ou bien c'est l'une des mécanismes qui permettent aussi de juguler lorsqu'il y a une crise à l'international et qu'au niveau de nos produits locaux, on doit assurer le minimum pour ne pas mourir de faim. Et donc, revenant à la question, je pense comme tout gouvernant, on ne peut que vendre d'abord de l'espoir. D'accord, on peut que vendre de l'espoir à sa population. On attend de voir comment dire ce que ça donnera, c'est-à-dire les produits de la gouvernance à l'épreuve de ces défis, de ces réalités, ce que nous aurons dans 6 mois, dans 1 an. C'est ça. L'espoir reste entier. En tout cas, qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin. On continuera de voir ce qui en sera. Ah oui. Qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin. C'est la poésie. La réalité. Et à l'épreuve du temps, c'est de la phraséologie. D'accord. C'est l'enseignant qui parle. Abordons un autre sujet, si vous le permettez, très rapidement. Parlons de... Oui, non, j'avais voulu interagir. Non, en fait. En quelques secondes. Non, je ne pense pas qu'il soit question de phraséologie pour un peu... Écoutez, regardez la gouvernance actuelle. Moi, je dis, prenons un peu de recul. Regardez. Il y a forcément quelque chose de merveilleux qui se fait. Comme Je prends un exemple. Le SEM fait sur le mental de chaque population. Le mental rassasié. Attendez. Mais il y a un travail exceptionnel qui se fait. Aujourd'hui, quand vous prenez le Béninois lambda, il comprend nettement que sa survie, son gagne-pain, il le doit à son travail. Et ça, aujourd'hui, c'est immatériel. Vous n'étiez se pas perçoit. là hier pour écouter. Ça se perçoit. Il m'a raconté que quand les gens ont perdu leur boulot, vous n'étiez pas là pour J'étais sur le plateau. Vous avez gardé ça? J'étais sur le plateau. Chers amis, on n'a pas beaucoup de temps. Effectivement, pour résumer, oui, juste pour dire en fait qu'il y a de bonnes raisons de croire en ce qu'il se fait et d'agir dans une certaine... On ne peut que se nourrir d'espoir. Là, il y a encore rien. Bon, donc, nous espérons. Il faut nous le concéder. Si je prends de recul de 1 km, je ne peux pas voir. Je voudrais quand même qu'on parle de ces premières sanctions qui tombent dans le zoo par rapport... Je m'excuse de ne pas dire qu'il y a encore rien. Attention, on ne peut pas dire qu'il y a encore rien. Sur le volet alimentaire... Le président de la République vient d'être le Père Noël des fonctionnaires en annonçant une revalorisation salariale qui va leur permettre de faire face. Le Père Noël donne le cadeau, ils ont déjà eu le cadeau. Bon, le cadeau est annoncé. Annoncé aux adultes. Les adultes, c'est pas le même mécanisme que les enfants. Les adultes peuvent patienter. Les produits impropres à la consommation continuent toujours de circuler. C'est en circulation. On a noté déjà des premières sanctions dans le département du Zou. De quoi cela retourne en réalité? Non, je crois que je l'ai dit, je l'ai martelé sur ce plateau pour qu'on sanctionne ces gens-là. Parce qu'ils ont des méthodes que je n'apprécie pas. On va nettoyer les dates parce qu'on veut faire du déstockage. Et comme beaucoup de Béninois n'ont pas l'habitude d'aller dans les supermarchés, d'aller dans les supérettes, on sort ces produits du magasin, on les expose avec des clochettes qui tintent et puis on dit, bon, c'est moins cher, c'est la fête, on veut permettre à tout le monde. Et c'est pourquoi j'ai dit la dernière fois sur ce plateau, quand vous achetez un produit, quel que soit le supermarché, ça peut être là où tous les risques vont se ravitailler, prenez soin de voir la date d'expiration. Parce que dans l'euphorie de la fête, on propose à tout le monde tout ce qui est avarié. Donc je dis, moi je suis heureux. Quand j'ai appris, je dis, bon, certainement que les 81 boutiques, hôtels, restaurants, bars, ils ont caché des choses. Dès qu'on a commencé quelque part, je suis convaincu que rapidement l'information est passée et certains ont caché. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Il faudrait que Cotonou, qui est la vitrine de notre pays, où il y a les grands magasins, les grandes boutiques, je voudrais qu'on fasse la même chose. Parce que, vous savez, à partir de 26, il y a des boutiques qui ne ferment pas la nuit. Tout le monde travaille la nuit pour permettre aux Béninois lambda, comme dit mon ami Victor, de se ravitailler. Et c'est dans cette nuit-là, dans l'obscurité,
l'obscurité, où tout le monde est heureux d'acheter, qu'on refile des produits impropres à la consommation. Moi, j'ai trouvé que la sanction, elle n'était pas lourde. Le montant qu'on a de 50 000, c'est rien ça. On a dit en cas de récidive, on va fermer. Oui, on a saisi les produits impropres. Donc on ne pourra pas les laisser. Mais la sanction n'est pas lourde. C'est-à-dire qu'il fallait infliger à ces personnes-là une sanction qui va les décourager. Parce que je suis sûr que bon, ils vont se dire, bon, ils n'ont plus que ça, il y a d'autres produits cachés. Parce que dès que l'information a fuité qu'il y a une mission de contrôle dans les bars, restaurants, certains ont déjà caché leurs produits. Et après le départ de la mission de contrôle, ils feront la même chose. Mais je demande aux populations d'être suffisamment vigilantes. Quand vous prenez un produit et que vous avez constaté que la date de péremption a été nettoyée, laissez ça continuer votre chemin. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas parce que vous n'avez pas mangé lapin grillé ou Noël ou bien pour la Saint-Sylvestre que vous allez mourir de faim. Donc il faut continuer sur autre chose. Parce que quand vous prenez ce qui est impropre à la consommation, après les fêtes, c'est les coliques, c'est les indigestions. Et puis c'est la santé des populations qui est mise en... C'est pourquoi hier, quand on a parlé du message du ministre, j'ai dit, on devait dire à nos compatriotes de savoir se goinfrer en période de fête pour ne pas dépenser le peu qui leur reste dans le panier pour aller au soir. Victor Bocon, sur la même question. Non, c'est à saluer, c'est à encourager ces gens d'action qui visent non seulement à décourager ceux qui s'adonnent à de telles pratiques, mais également cela participe de la sensibilisation. C'est une manière d'attirer notre attention, nous consommateurs, sur le fait qu'il faut être davantage vigilants, surtout en cette période de fête. Moïse Soudé l'a si bien dit, c'est la vigilance. Vous entrez dans un magasin, vous prenez un produit, ayez le réflexe nécessaire de vérifier la date de péremption. Oui, l'autre aspect aussi, je vous relance sur la question. Souvent, les clients, on est pressés quand même. On n'a quand même pas toute la journée à y passer dans un supermarché ou dans un magasin. Donc, vous êtes vraiment suffisamment pressés, 5-10 minutes, vous faites vos achats. Est-ce qu'on a cette culture-là de vérifier au cas par cas? Autant prendre la minute nécessaire, ne serait-ce que pour vérifier ce que nous achetons comme produit. Moi, je pense que c'est agir dans le sens de la préservation de sa santé, du bien-être de tous ceux qui sont de la famille autour de nous, parce que ceux-là auront à utiliser ces aliments. Mais pour revenir à la sanction elle-même, et là je suis d'accord avec le doyen Soudé qui dit que en fait... Je pense que ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Juste prendre des produits et bon, avec des amendes de 50 000 autres, non. Il faudrait que le préjudice devait être... En fait, à côté du préjudice, la sanction devait être... La sanction doit être à la hauteur du préjudice. Écoutez, c'est une fraude. Non seulement il y a une volonté de faire couler des produits avariés, mais il y a une volonté manifeste de tromper celui qui vient acheter son... C'est assez de... Le juriste nous en dirait un peu plus sur un certain nombre d'infractions qui pourraient être en principe... En plus, la loi date de 1984. En fait, c'est ça, il fallait décourager pour que beaucoup d'acteurs comprennent en fait que plus jamais il ne faut aller vers ce état de choses. Julio Tometi, le phénomène à la peau dure, on sait quand même qu'en période de fête, il faut être vigilant, il y a de ces contrôles qui peuvent être faits, mais comment en arrive-t-on à vouloir toujours tenter le coup à chaque période de fin d'année, se filer entre les mailles pour ne pas être pris? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une culture à laquelle on devra forcément revenir? Non, en fait, c'est la recherche effrénée du profit. C'est la recherche effrénée du profit. Et c'est une pratique en matière commerciale. C'est pourquoi justement les autorités de contrôle sont là, et s'ils font bien le travail, et si nous, population aussi, nous collaborons bien, je pense que nous arriverons peu à peu à bout de cette, de ce phénomène. Il faut le dire, ce que vous dites est vrai. Peut-être que la peine peut sembler peut-être très, très minimale, mais pour l'heure, c'est ce que les tests ont prévu. Il n'y a pas d'incrimination sans test, donc on ne peut que se baser sur en fait, l'existant pour pouvoir sanctionner, pas sanctionner au-delà. Donc ce qui est appelé, c'est peut-être de durcir encore un peu plus les sanctions du point de vue législatif. Mais il y a à reconnaître que nous avions appelé de nos voeux que les autorités, notamment les services du ministère du Commerce, fassent ce travail de détection.
ça a bien commencé. J'espère que ça va s'élargir ou bien ça s'est élargi en fait un peu sur tout le territoire. Mais nous, population aussi, nous devons véritablement collaborer en vérifiant, en dénonçant. Moi, j'ai suivi c'est pas dans le même registre, mais c'est presque la même chose. En fait, ça permet aux gens d'avoir une attitude plus responsable. Dans un maquis où l'intéressé a vu, comment dire, une saleté dans le plat qui lui a été servi, il a commencé par bouder, par crier, vraiment pour alerter tous ceux qui sont dans le truc là. Très tôt, les gens ont vu que non, ils ne devaient pas faire ça, ils devaient se rapprocher d'eux pour leur dire ça. Ils disent non, ils devaient le dire pour que prochainement là, ils soient plus vigilants. C'est vrai, les clients qui sont là, peut-être c'est des pètes, ça va être une pète. Chacun ne commençait pas à vérifier dans son plat. Voilà, et donc demain, c'est pas sûr que ceux qui étaient là viendront. Mais ça permet en même temps, d'accord, aux restaurateurs de bien, parce que le préjudice que ça lui a créé va lui permettre d'être plus vigilant la prochaine fois. Donc, ça peut être la même chose. Vous êtes dans un supermarché, vous tombez sur un produit avarié ou bien la date de péremption est passée. Vous avez la capacité de saisir ce produit-là, d'aller amener ça dans une unité de police, ou bien d'aller recueillir la police pour venir vérifier ça, ou bien vous créez, comme c'était le dit, le scandale à l'intérieur. Ça, comment dire, ça alerte tout le monde. Et, en fait, quand vous le faites, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas, quand vous le faites, c'est une sensibilisation que vous faites déjà à l'endroit de ceux des clients qui sont là, et vous appelez les responsables comment dire, de coin à plus de responsabilité ou à plus de vigilance. Si entre-temps, eux-mêmes, ils s'est fait tomber, parce qu'il faut le dire aussi, il y en a pour qui ces produits se retrouvent en stock sans qu'ils n'en soient forcément auteurs ou complices. Peut-être même, il y a cette pratique-là. Vous avez un magasinier qui fait remplacer des produits que vous commerçant, vous avez pas d'autres produits que lui, il prend de l'extérieur. Donc, il y a tellement de pratiques au sein que, c'est pourquoi je dis, bon, ça peut excuser même ces sanctions légères là, parce que la plus grande sanction que la loi a prévue, ben, je ne sais pas si ça a été jamais appliqué en cas de récidive par rapport à l'ampleur, c'est 10 ans. Je ne sais pas si jamais ça a été... Oui, ça peut aller jusqu'à la réclusion. Ça peut aller jusqu'à la réclusion criminelle. D'accord. Merci donc, pour... Nous avons à faire preuve de plus de responsabilité, à nous sensibiliser et à dénoncer. D'accord. Rapidement, hein, on a fini. Je ne vais pas appeler le nom du supermarché. On a bientôt fini. Mais j'ai remarqué qu'il y a un fromage que les gens achètent qui est, je crois, à 2500 ou bien 3000. Et bon, ça fait date d'opération 31 décembre. Okay? On a ramené le prix à 1500. Et puis les gens en achètent. Puis il y a quelqu'un qui a dit dans mes oreilles, ah ben mais lui il va acheter en quantité. Je dis non. Non, c'est pas illégal, mais je dis, quand la date va passer, vous savez, on bat les prix, on met le nouveau prix, mais quand la date va passer, plus personne ne fera attention pour dire, mais est-ce que c'est pas le même fromage qu'on continue de nous vendre? Parce qu'eux vont vous dire théoriquement que le 31 décembre, on a retiré tout cela des magasins. François-Xavier, on va sortir par là. J'ai une question pour vous. Je sais que vous allez vous en sortir. Est-ce qu'au-delà de... Est-ce qu'au-delà de ces sanctions auxquelles on assiste, il y a à craindre pour la destination des produits saisis? Espérons que non. Non, il faut dire que c'est non. Dans l'ordre normal des choses, non. Ou l'appeler d'avant-main. Voilà, c'est justement pour ça que je lui faisais la question. On a parlé de poissonnerie. Voilà. On ne remet pas en cause les individus peuvent trouver que des bon, avec de l'huile chaude, ça ne fait pas du mal à l'Africain. Voilà. On a fini de régler cette histoire rapidement. Vous avez la parole. Non, on peut espérer que non, qu'il soit vraiment détruit. Parce que il faut dire aussi, on le disait ici, ce qui motive l'acte d'achat, c'est le prix. Et des populations, certaines populations vulnérables n'ont pas les mêmes, n'ont pas forcément les mêmes scrupules que nous. C'est nous qui... Ceux qui mangent le poulet une fois là. Encore que ça m'échappe le thème technique. En parlant de fromage, vous savez, en Europe, il y a des magasins qui recueillent ces produits-là. Parce qu'en temps normal, après la date de péremption, il y a une petite période où il peut être utile, il n'est pas nocif pour la santé de consommer certains produits. Ça a un nom
même si dans la loi c'est interdit, même parfois en Europe. Et il y a des magasins qui recueillent ça un peu partout, en France par exemple, pour nourrir les associations comme les Restos du Cœur, ainsi de suite. Parce que après la date de péremption nominale, il y a une petite marge qui permet, qui peut, pendant lequel on peut consommer. Maintenant, on n'a pas, oui, bon, ici ça peut même pas être une marge, on peut consommer ça à tout moment. Mais il est heureux que quand même que les services compétents frappent du poing sur la table, espérons juste que ce ne soit pas juste pour montrer que le travail est fait. Merci à vous, Julio Tometti, Alphonse Moïse Soudé, Victor Bokor, François Xavier Noumon. Passez une excellente soirée dans l'espoir de vous retrouver demain. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. La soirée se poursuit chez vous. Restez des nôtres. En attendant, je prends congé de vous et je vous retrouve demain.